L'oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, To Be or Not. Lectrice Fabienne Lucchetti. Musique Charlie Nelson. Jardin Émile Gallet, Paris 11e. Ne me dis pas que tu avais amené ton journal au cimetière. Ce n'est pas à 73 ans que Vincent allait perdre sa manie d'annoter au crayon le monde diplomatique, ni son accent provençal. Pourquoi non? Je me demande, et toi Martine qui as fait du théâtre, tu pourras me répondre, je me demande, quelle est la différence entre l'acteur et le comédien? Et s'il y a une connotation politique qui séparerait les deux termes? Martine avait fait un peu de théâtre amateur au début des années 70. Quelques performances, pieds nus, dans la lignée du théâtre avant-gardiste de l'époque. Elle avait encore les souvenirs vivaces d'une représentation du chant du fantoche lusitanien dans les ateliers d'une usine de parapluies en grève, d'un spectacle de poésie Amérique latine, Pablo Neruda, Violeta Parra, Octavio Paz, dans une MJC de banlieue, mais avait abandonné toute activité spectaculaire et contestataire dès lors qu'elle s'était mise à tenter l'agrégation de lettres classiques sous la ferme exhortation de son père. Avec Louis Dupuis, compagnon de la Libération, ça ne rigolait pas longtemps, et il n'y aurait ni poète ni révolutionnaire en peau de lapin dans la famille. Martine avait peut-être manqué de fermeté d'âme, mais elle avait obtempéré et suivi les recommandations d'un père qui, tout de même, avait fait partie du service d'ordre de la grande manifestation gaulliste du 30 mai 1968, ce qui posait chez lui les limites du dialogue intergénérationnel. La soumission de Martine et son goût des belles lettres désamorça tout conflit sérieux chez les Dupuis, d'autant qu'à cette époque, elle était hébergée à Paris, chez Thérèse, une cousine de son père qui avait accepté de l'accueillir le temps de ses études supérieures. Dans le bel appartement de l'avenue Bosquet, sous l'affectueuse attention de Thérèse, la vie était bien douce, loin de la rigidité paternelle. Tout redevint difficile lorsqu'elle rencontra Vincent Pasteur, un bel instituteur monté d'Avignon à la capitale, et militant à lutte ouvrière. Ils s'aimèrent au premier regard échangé à la Joie de lire, la librairie des éditions Maspero. Mais le chemin vers le mariage fut long et jonché d'engueulades domestiques cataclysmiques. Les murs tremblèrent plus d'une fois dans la maison de Montargis, où elle revenait pour les week-ends. Souvent les larmes coulèrent sur le visage juvénile de Martine, mais finalement Louis Dupuis ne put que constater son impuissance à maîtriser la destinée de sa fille et se résolut à accueillir le gauchiste, comme on prit coutume d'appeler Vincent dans les familles Dupuis et Rosavin. « Mon pauvre Vincent, tu me poses toujours les mêmes questions. Je n'en sais rien. Et quand je faisais du théâtre, je ne pensais pas à ça. » Mais enfin, la question du politique est primordiale, même et surtout dans l'art. Non? Vincent avait répondu à Martine sans quitter son journal des yeux et continuait d'écrire son commentaire en marge de l'article qu'il n'avait pas cessé de lire. Une question, une précision indignée ou une analyse marxiste accaparait son attention militante. Martine hésitait entre sourire et lever les yeux au ciel. Chantée par sa voix grave et son accent parfumé à la lavande, l'obsession politique de son mari l'attendrissait et l'exaspérait dans le même temps. Ils avaient naturellement décidé de rejoindre la rue Alexandre-Dumas à pied depuis le Père-Lachaise. Un léger vent s'était levé et la demi-heure de promenade avait été assez agréable,
à la suite de l'après-midi difficile qu'il venait de vivre. Après l'enterrement du cousin Julien, on ne s'était pas retrouvé chez l'un ou chez l'autre pour une réunion de circonstances et passé quelques minutes sur le boulevard de Ménilmontant à s'enquérir des nouvelles. Alors, les études, Joël, la biologie, je crois. Et tu dessines toujours. Il est pour quand, ce bébé princesse? On s'était vite dispersé, chassé par une lassitude et un accablement qui n'étaient pas dus qu'à la trop grande chaleur. Loin des yeux, loin du cœur. Et Julien Rosavin avait abandonné depuis trop longtemps sa mère, son frère et toute la famille, pour que celle-ci le regrette beaucoup. De plus, les circonstances suspectes de sa mort et l'enquête de police dont elle faisait l'objet mettaient tout le monde mal à l'aise. Et personne n'avait envie d'en parler, ni encore moins de donner son avis. Un assassin dans la famille? C'est possible, ça? Finalement, il valait mieux ne pas creuser la question. La vérité ou l'oubli, la famille avait choisi. Ils avaient marché lentement, surjouant l'oisiveté d'un vieux couple que rien d'important n'attendait. Il allait être 6 heures. La chaleur étonnait encore et Martine avait proposé à Vincent de faire une halte sous les tonnelles du jardin Émile Gallet avant de regagner leur appartement. Elle était un peu fatiguée et sa hanche réparée se rappelait à son bon souvenir. Elle se serait bien allongée un moment dans sa chambre, mais s'il rentrait maintenant, Martine savait qu'il ne ressortirait plus. L'après-midi allait se muer en soirée, repas à fenêtre ouverte à cause de la chaleur, salade de pommes de terre agrémentée de jambon de pays pour Vincent, fromage et vin rosé. Puis la soirée s'échapperait comme le sable des mains. Ce serait la nuit. Et elle n'avait plus rien à lire. Martine n'aimait pas la nuit. Martine dormait peu, dans la crainte de ne pas se réveiller, de manquer le moment. Une fois les terreurs nocturnes de l'enfance dissipées, l'insomnie avait colonisé ses nuits. Même épuisée, le sommeil la fuyait du moment où elle éteignait la lumière. Tout devenait sourd et inquiétant autour d'elle. Les sons étouffés de la télé au salon, la masse indistincte et hostile des meubles, parfois leur craquement inopiné, les bruits de pas heurtés et les cris de dispute des voisins du dessus, jusqu'à ces pensées trop souvent noires, alarmantes, lui décrivant un futur plein de dangers. Elle prit l'habitude de lire pour combattre la malédiction du sommeil introuvable. D'abord sous les draps, puis, s'enhardissant, au-dessus de ses parents qui acceptèrent cette habitude, tant qu'elle ne l'empêchait pas d'être la très bonne élève qu'il fallait qu'elle fût. Sur sa table de chevet, depuis son adolescence, toujours 3 ou 4 livres. Mais aujourd'hui, cette nuit, rien. Prise par les pensées de l'enterrement du cousin, accablée par la chaleur, Martine ne s'était pas souciée de réapprovisionner sa réserve. Elle avait terminé vers les 5 heures du matin, une énième lecture de l'avis mode d'emploi, mais pour cette nuit et celle de dimanche, comment allait-elle faire? Samedi 2 juillet. La seule librairie du boulevard Voltaire digne de ce nom était fermée. Rien ne serait possible avant lundi. Bien sûr, elle trouverait bien dans sa bibliothèque un livre à relire. Elle ne détestait pas ce type de retrouvailles entre amies de longue date, le plus souvent joyeuses. Mais la perspective d'avoir à choisir parmi de vieilles connaissances lui déplaisait, et elle n'était pas pressée d'arriver à ce moment fatidique. Ne pas rentrer tout de suite. Profiter encore un peu de cette douce oisiveté. L'air était bon, tiède, tendre sous la tonnelle où le lierre et la vigne vierge remplissaient leur office avec vaillance. Le soleil tapait plus loin, fracassant. L'insolation guettait les gamins juchés sur leurs machines à roulettes, rouges d'excitation et d'effort, qui virevoltaient autour du grand cadran solaire. Aucun chant d'oiseaux, mais des cris et des rires d'ados sous le bruit rauque du raclement des squettes. Elle regardait son mari absorbé par son journal.
les rides, les lunettes, les taches sur la peau, les plis du cou, la bouche entr'ouverte, la barbe incohérente, la voussure des épaules. Martine se voyait regarder Vincent et savait bien qu'elle n'avait rien à envier à ce tableau de l'homme vieilli. À part la coquetterie de son foulard noué façon Simone de Beauvoir. Tous les jours, un foulard différent. Aujourd'hui, il était noir. Et les cheveux blancs en étaient magnifiés, sanctifiés. Notre vie. Le temps de la solitude à deux. Tu m'entends, Vincent? Quand je pense à toi? Tu as peur de la mort, Vincent? Moi? Oui. Ce n'est pas la vieillesse que je crains, c'est la mort. Est-ce que ça fait mal? La jeunesse les avait quittés malgré tous leurs efforts, et le monde continuait de se rabougrir autour d'eux, inexorablement. Camille, leur fille, venait gentiment et rapidement les visiter une fois par semaine, mais célibataire endurcie, elle n'avait pas d'enfants à garder ou à emmener en vacances. Ni foot, ni judo, ni GRS le mercredi après-midi. Si Vincent, trop occupé à répertorier les révolutions prolétariennes perdues ou non avenues, ne regrettait pas trop de ne pas avoir de petits-enfants, Martine en avait été réduite à choyer ceux des autres. Toute jeune retraitée, elle avait tenté de mettre sur pied quelque chose comme une crèche ou une garderie participative, autogérée et libre de trop d'autorité, où elle aurait essayé d'installer un accueil et des activités de type Montessori. Elle n'avait pas eu 20 ans en 68 pour rien, mais la montagne de tracasseries administratives qui s'était dressée devant elle l'avait vite découragée. L'ancienne directrice d'école avait refusé de continuer à se battre contre les formulaires et les directives absurdes. Elle avait passé son tour. Pour étancher sa soif de contact avec l'enfance, pendant quelques années, elle avait proposé aux jeunes parents du quartier gratuitement soutien scolaire à domicile, ateliers lecture à la médiathèque et sorties pédago-ludiques au musée. Vincent suivait sans trop maugrer la petite troupe menée par Martine, et à la fin des visites, c'est lui qui collectait les dessins commentés des enfants, destinés à alimenter un recueil qui serait plus tard photocopié et remis aux parents trop heureux de voir leur progéniture sembler s'intéresser à autre chose qu'à la légende de Cora. Et puis une mauvaise chute la cloua de longues semaines dans son lit, le temps que l'âge la rattrape définitivement. Retapée mais affaiblie, ressort cassé, elle cessa ses activités de grand-mère par procuration. Désœuvrée, désemparée, Martine commença à observer son quotidien, avec l'idée avouée que chaque instant partagé avec Vincent ou Camille, chaque livre lu dans l'épouvante de la nuit était peut-être les derniers. Quand sa fille venait les visiter, elle s'efforçait de retarder son départ, la prenait dans ses bras dès qu'elle le pouvait et ne ratait pas une occasion de ressortir les vieux albums de famille et leurs très riches sœurs. Les Ocres, le Mont Blanc, Venise, le lac de Caume, tous les souvenirs heureux étaient convoqués. Martine avait une peur secrète, mais panique, de ce qu'elle nommait le dernier ou le grand voyage. Voir l'emblème de la ville de Paris, la nef insubmersible et sa devise prétentieuse lui étaient insupportables. Le pictogramme, tout stylisé qu'il soit, la renvoyait immanquablement à Charon, le fils de l'obscurité et de la nuit pilotant son embarcation sans un regard pour personne. Elle savait sa place réservée dans la barque des morts comme tout un chacun, et l'après-midi funèbre qu'ils venaient tous de passer en était bien la preuve. Mais quand et comment aurait lieu l'embarquement? Là était la vraie question. Vieillir était une péripétie inéluctable, et plutôt douce dans son cas. Mais mourir, là était le scandale, l'injustice. Partir alors qu'on pouvait encore aimer, donner, aider. Et que deviendrait Vincent si elle prenait congé avant lui? Et que deviendrait-elle si c'était lui le premier à quitter la rive? D'une seconde l'autre, il n'y aurait plus rien, et sans retour possible. Obsessionnelle, Martine s'interrogeait sur ce moment.
le moment du passage. Aurait-elle l'intuition du dernier souffle? Comment allait-elle entrer dans le néant? Elle métaphorisait l'énigme par celle du Big Bang. Il n'y avait rien et il y a quelque chose. Il y avait quelque chose et il n'y a plus rien. Une déflagration incommensurable dans le vide intersidéral contre l'étouffement de toute particule dans le lieu clos de la chambre, du lit. La flamme de la bougie diminue, 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 puis un grésillement, puis une dernière goulée de lumière, puis le bruit du silence. Ne restera un long temps que l'odeur du corps abandonné. Vincent, quitte ton journal. Prends ma main avant qu'il ne soit trop tard. Une adolescente vient de chuter violemment de son skate. Son cri déchirant, puis ses pleurs détournent Martine de sa hantise morbide. Elle cherche d'où provient le drame, laissant Vincent à ses analyses. La jeune fille se tient le genou, assise sur la grande pelouse qui borde l'aire de skate. Son jean est déchiré, sa rotule ensanglantée. Derrière elle, un garçon, cheveux courts et noirs, coupe footballeur, le torse nu et tatoué, les deux bras entourant sa poitrine au-dessus des seins, l'enlace, tout en embrassant sa nuque et ses épaules de baisers consolateurs. Peu à peu, la jeune fille se calme. Les larmes cessent et un sourire bienheureux remplace le rictus de douleur. Elle tourne la tête vers son amoureux. Ils se regardent un court temps d'éternité et leurs bouches échangent un très long baiser. Comme quand on a 17 ans.